c'était vraiment des hauts et des bas. On a eu des moments difficiles et des moments d'euphorie. Est-ce qu'on est en capacité, sur des clients qu'on ne connaît pas, qui ne nous connaissent pas, Oui. d'aller vendre ce nouveau produit et cette nouvelle solution? Embrasser le chaos pour faire émerger quelque chose là-dessus. Ouais. C'est vraiment ce sentiment-là que je poursuivais et que j'avais envie de retrouver. Et en fait, on a loué le stade de Wembley pendant une semaine pour organiser un énorme tournoi de poker. On dit souvent, faut protéger son carnet d'adresse, faut monitorer son temps, gérer son temps, etc. Mais il y a aussi parfois de se laisser aller, d'accepter un rendez-vous alors que on pense que ça va rien donner. Et on est ravis d'annoncer une levée de fonds de 600 000 euros. Véritable ambition, c'est que plus aucun mandat de vente en France ne soit pas exclusif. Benjamin, ce qui est fort dans ton histoire, c'est pas seulement d'avoir pivoté pour atteindre 3,5 millions d'euros de revenus annuels récurrents ou encore d'être à la fois diplômé du barreau de Paris et d'HEC. Non, c'est d'avoir pivoté au pire moment possible, quand ton marché s'arrête, quand tu perds 90% de ton chiffre d'affaires et quand la tentation naturelle aurait été d'attendre que l'hôtellerie-restauration reparte. Vous avez décidé de faire l'inverse. Vous décidez que la vraie valeur n'est plus dans l'intérim digitalisé, mais dans la plateforme que vous avez construite. Vous passez d'un business de service à un modèle SaaS avec tout ce que ça implique. Nouveaux produits, nouvelles ventes, nouvelle organisation, nouveaux recrutements et nouveaux indicateurs. Première question très simple pour toi. Qu'est-ce que tu vois à ce moment-là qui te fait dire il faut arrêter de vendre de l'intérim et devenir un éditeur de SaaS? C'est effectivement très structurant comme moment de boîte, celui où tu te dis: «Est-ce qu'on pivote ou pas?» On en entend parler tout le temps du pivot. Il faut absolument pivoter, 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 et cetera. Mais en fait, quand tu tiens un business qui génère des revenus, qui monte, qui grossit, c'est pas si évident que ça de pivoter. Et parfois, tu as besoin d'un événement structurant, comme le Covid pour le coup, pour te dire: «Bah, peut-être que c'est le bon moment, peut-être que l'intuition que tu avais avec toi et tes cofondateurs, peut-être que c'est justement une opportunité de la mettre en œuvre». Donc là, en fait, on parle de Badakan. Oui. Et effectivement, donc tu étais en croissance. Là, il y a un événement extérieur qui arrive et il y a des décisions à prendre. C'est pas du tout la même situation que si la boîte allait mal et où tu te dis: «OK, bon, bah, je peux pivoter plus facilement». Là, tu es en train de te dire, soit je mets tout à la poubelle et avec le risque que ça marche plus, soit au contraire, je suis en train de construire quelque chose qui peut, pulser quelque part davantage. Comment tu fais à ce moment-là pour prendre la décision, toi, tes associés, pour poser ça sur papier et dire: OK, on pense que c'est l'option la meilleure? Vous le savez, des entrepreneurs, j'en interview des centaines. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un en particulier, c'est Fabien Prêtre, cofondateur de l'imprimerie en ligne Fulfiller, basée à Orléans. Fabien est déjà monté sur scène d'un des événements Comment t'as fait pour partager ses secrets de croissance fulgurante. Et aujourd'hui, il est aussi sponsor du podcast Comment t'as fait. Normal, l'entrepreneuriat, il l'a dans la peau. Son obsession, l'ultra satisfaction client. Avec Fulfiller, vous imprimez tous vos supports de communication, petits et grands formats. Top prix, délai express, qualité garantie. Roll-up, mur d'image, carte de visite, signalétique, textile et objets publicitaires, tout est là en un clic. Et si vous avez une question, l'équipe vous répond en moins de 45 secondes avec le sourire. Alors, rendez-vous sur fulfiller.com, votre imprimerie en ligne, et boostez la communication de votre entreprise. Un chef d'entreprise, c'est un pilote. Et pour piloter, il faut les bons outils. Le problème, c'est que chaque jour, des nouveaux outils arrivent sur le marché, si bien qu'il est difficile de trouver celui qui couvre tous les besoins de l'entreprise. Des actions marketing à la gestion de projet en passant par le CRM ou encore les RH. Et ce, sans empiler les abonnements et les connexions à créer entre les différents environnements. En 2021, j'ai trouvé la solution tout en un pour piloter mes entreprises. Plus de 45 applications intégrées, connectées dans un seul environnement avec intelligence artificielle et me donnant une vision globale de mes entreprises depuis mon ordinateur au bureau ou bien en mobilité sur mon téléphone. Cette solution, vous l'avez déjà vu sur le podcast Comment t'as fait, c'est Zoho One. Pour 37 € par mois par utilisateur, je dispose d'un environnement complet, sécurisé et accessible sans explosion des coûts liés à la multiplication des logiciels. Vous aussi, vous pourriez en bénéficier. Je vous partage un lien d'essai gratuit dans la description de l'épisode. Allez, retour à mon invité du jour. En fait, c'est le fruit de réflexions passées d'abord. Évidemment, on a commencé dans l'intérim digitalisé, on a constitué une plateforme technologique qui était de plus en plus performante. On a écouté vraiment les retours des clients et on avait une conviction forte et donc on a poussé les 2 en même temps. Ok. Et on se rend compte que, en fait, notre plateforme technologique, notre actif, notre connaissance de l'écosystème, du travail, de flexible, des frontline workers comme on dit, on est en train de la mettre dans un outil
qui a de la valeur. Et donc, on était toujours tiraillés en se disant, on a une activité Hmm. qui grossit et en même temps, on est en train de se constituer un énorme actif technologique. Comment est-ce qu'on peut capitaliser là-dessus? Et donc, on avait déjà commencé à travailler sur des roadmaps, etc. Mais c'est pas évident dans une structure quand tu as deux roadmaps qui commencent à Eh oui. diverger et de se dire, mais où est-ce que j'alloue mes ressources? Et surtout, et je crois que c'est un point assez essentiel dans des décisions comme celle-ci, en interne, tu as besoin de clarification, de clarté Hmm. sur la direction de la boîte. Et donc, comment est-ce qu'on en vient à cette décision-là? Eh bien, parfois, un événement externe te laisse le temps de prendre de la hauteur, de réfléchir, de voir ce que tu peux faire. Et effectivement, mes associés et moi-même, nous nous sommes dit à cette époque, et si? Et si on poussait sur notre zone de génie, c'est vraiment Hmm. ce qu'on qualifiait, et si on poussait sur notre conviction vraiment forte sur le fait que on va devenir, avec Banachan, un acteur ultra performant de la gestion des ressources humaines dans des contextes très difficiles parce qu'on les a maîtrisés. Et parce que on maîtrisait le secteur de l'intérim qui est très opérationnel et donc on s'est construit un outil pour maîtriser ça quand nous on était employeur en tant qu'entreprise de travail temporaire et donc en fait on avait cet avantage, unfair advantage comme on dit et on l'a reproduit dans un actif et donc c'est là où on a pris cette décision. Alors, dans ce contexte, on parle de Covid, mais on parle aussi d'hôtellerie-restauration. Mmh, Est-ce que tu peux nous repositionner le contexte, bien sûr. l'entreprise à ce moment-là, quand la crise arrive? Oui. Et du coup, pour vous, comment tu le vois, toi? Est-ce que c'était un booster? Est-ce que c'était un frein? Enfin, voilà. Quelle est ta perspective là-dessus? Oui, bah, effectivement, donc à l'époque, on était, spécialisés dans l'hôtellerie et la restauration, donc on envoyait du personnel lorsqu'on avait besoin d'un serveur, d'un plongeur, ou autre dans Ça ces s'appelle aussi activités-là. extra, non? Nous, Sorte d'extra, non? pardon? C'est des sortes d'extras? C'est C'est appelé comme ça? si les employeurs les recrutent, en direct, ça peut être des extras, effectivement, on peut les prendre en extra et c'est un secteur qui a recours à de l'intérim aussi où là, D'accord. l'employeur, c'est l'entreprise de travail temporaire. OK. Voilà. Et donc nous, on était ça, donc on gérait l'administratif, et cetera et on était l'employeur, et donc lorsque le covid arrive, évidemment, vu qu'on est positionné de façon sectorielle, ultra exposé à ce Mmh. secteur-là et qu'on a une fermeture des restaurants et des hôtels, de fait, dans un métier où tous les matins tu repars à la charge parce que tu n'as pas de revenus récurrents, Eh oui. tu as ton chiffre d'affaires qui s'effondre. Hormis quelques clients, que nous avions à l'époque qui faisaient du delivery, eh bien, en fait, on est dans une situation où on se dit: «Qu'est-ce qu'on fait?» Qu'est-ce que Mmh. qu'est qu'est Et là, qu'est tu perds combien de chiffres d'un coup, en fait? ah, c'est 90% de ton chiffre qui Mmh. s'effondre. Mmh. Mmh. Alors évidemment, il y a eu les aides que tout le monde connaît et sur lesquelles on s'est engagé, mais tu dois réfléchir à plusieurs choses en même temps et Mmh. je pense que beaucoup d'entrepreneurs, c'était la même chose, ceux qui ont vécu cette période. C'est-à-dire que tu dois penser au futur, tu dois penser, à tes équipes, actuelles, tu dois gérer l'administratif, avec, justement tout ce qui se passe, toutes les fermetures et cetera. Tu dois veiller à la sécurité de tout le monde, et donc il faut penser à beaucoup de choses en même temps. Mmh. Donc là, se pose la question du modèle ou pas? Parce qu'il y a eu plusieurs temps du Covid. Il y a eu les premières fermetures, mais c'était quoi? C'était 2 semaines. Après on est reparti, ça revient. Enfin, vous êtes alertés dès la première vague ou après? Bah, en fait, pour être, tout à fait transparent, l'un de nos actionnaires nous a dit une fois, en comité, «Que pensez-vous de cette maladie qui nous vient de Chine et qui va peut-être arriver, en Europe?» et on n'y a pas vraiment prêté attention. C'est-à-dire qu'il y avait Mmh. des signaux faibles. Puis, les signaux deviennent de plus en plus forts et franchement, moi, là où j'ai vu qu'on était en situation de crise, c'est qu'en fait, quand toute décision, tous les calls, tous les meetings, on est avec le CFO et on pilote avec un tableau Excel chaque décision, là, tu te dis: «Ah oui, en fait, je suis dans, de l'arbitrage, Mmh. d'urgence et je joue la vie ou pas de ma boîte. Est-ce que je vais, lui faire passer cette période-là?» Mmh. Donc en fait, il y a eu des signaux faibles et puis ensuite des signaux très forts et nous, ce positionnement-là, d'abord, on apparaît à l'urgence, on a géré le plus précis, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait pour nos équipes, comment on gère, qu'est-ce qu'on arrête, qu'est-ce qu'on continue de faire, quelle continuité de Mmh. service on propose. Et ensuite, lors de ces sessions interminables et quand tout le monde est parti, tout le monde est rentré, entre associés, avec quelques actionnaires aussi, on se pose et on se dit, est-ce que on n'en fait pas une opportunité finalement? Est-ce que Mmh. c'est pas le moment de redoubler sur les efforts de R&D? Et là, tu as combien de personnes à ce moment-là? Là, on doit être 35 dans la boîte, quelque Vous chose êtes comme ça. 35, vous faites Ouais. déjà enfin, vous faites du On chiffre? fait du chiffre, on fait plusieurs millions d'euros OK.
de volume d'affaires. C'est des métiers à marge un peu plus faible, aucun rapport avec un acteur tech, un éditeur tech. Parce que là, c'est toi qui gère le contrat de l'intérimaire. Exactement. Donc Oui, nous, donc on toi- paye des salaires. En Ok. fait. Oui, On donc paye toi, t'as beaucoup de quoi? T'as salaires. 10-20% de C'est marge à peu près. marges, c'est ces ordres de grandeur, tout à Ouais. fait. Et donc, on voit une activité à marge beaucoup plus forte. Eh oui. Et surtout, un différenciateur très fort du point de vue de la technologie. Et on sait et on a certains clients qui nous disaient, dont des gros comptes, qui nous disaient moi, est-ce que je peux avoir juste l'outil sans l'intérim ou l'intérimaire? Donc, on avait quand même, avant, Ouais. dérisqué certains éléments, mais évidemment, il y avait beaucoup de travail techno et Hmm. après business à réaliser. Et là, on se dit, et on prend une décision assez forte, on se dit, on redouble sur la tech et on va bosser en tech pendant toute cette période-là, énormément, avec les clients qui veulent bien nous répondre aussi en Oui. bêta-test pour sortir et sortir de cette période-là. Donc, on ne sait pas à cette époque combien de temps ça va durer. Est-ce que ça va être un mois, un an? On ne sait pas, mais on se dit, all-in sur la tech, on y va, Hmm. et c'est notre moment pour prendre l'aspiration et foncer. Donc en fait, c'était déjà une idée qui avait germé. En tout cas, vous l'aviez déjà vue. Oui. Mais parfois, il faut voilà, un fait extérieur, il faut un petit accident, il faut quelque chose qui fait que, ok, bon, bah, en fait, allez, c'est bon, maintenant on prend la décision. Ça vous a Exactement. aidé finalement à prendre cette décision. Ça nous a énormément aidé, en fait. Ouais. Parce qu'on avait ce débat, on l'avait souvent, ce débat. Est-ce qu'on fait deux marques? Est-ce qu'on fait une marque? Est-ce que Est-ce on que c'est les vend mêmes une partie équipes ou d'activité? pas? Est-ce Ouais. que c'est les mêmes équipes ou pas? Hmm. Et ça, sur les équipes, c'est entre de l'intérim digitalisé et une boîte tech, c'est des équipes complètement différentes. Hmm. Et donc, c'est très dur, encore une fois, d'avoir cette dissonance en interne, surtout quand tu te poses des questions, les équipes le ressentent, évidemment. Et je crois que parfois, à un moment donné, il faut aussi, une fois qu'on a des données à la fois sur le potentiel business, on a des données empiriques de la part de nos clients, et nous, on a des convictions, tu croises les trois, et parfois tu te dis, OK, on y va. Et c'est cette période-là où, collectivement, avec mes deux autres associés de l'époque, Bruno et Victor, on se dit, allez, on y va, on fait all-in. Évidemment, on engage, on a les avis parfois, des avis forts et tranchés de nos actionnaires, parce qu'on a fait plusieurs levées à cette époque. Et ils vous suivent, ils vous suivent pas? Ils nous suivent. Parce que là, il y a plusieurs parties prenantes. Il y a les actionnaires. Est-ce qu'ils sont d'accord avec votre décision? Parce que c'est un peu leur argent aussi à un moment donné. Ils ont parié. Et il y a les équipes. Parce que tu dis, c'est pas les mêmes profils. Donc, cette décision, j'imagine, engendre aussi peut-être des départs ou des évolutions de poste. Exactement, les deux. Ouais, les deux. Donc, sur les actionnaires, écoute, on les a plutôt bien onboardés sur la situation, et ils ont été très sponsors derrière, et ils ont vu le potentiel derrière. Donc, ça devient une classe d'actifs un peu plus risquée comme que l'intérim, mais avec un potentiel de gain plus fort, et la possibilité d'être vraiment un acteur qui compte dans le secteur SIRH français. Quant aux équipes, à mon sens, ça a été la partie la plus compliquée à gérer, parce que, évidemment, d'un point de vue des équipes, tu as un produit qui marche, qui fonctionne, qui est apprécié, tu es en croissance. Dire on arrête et on se positionne autrement, on va avoir un autre discours avec les clients, c'est pas évident pour tout le monde. On a eu des départs, on a eu des évolutions de poste, on a eu parfois des personnes qui ont pris une aspiration de carrière parce qu'en fait, ils se sont vraiment épanouis dans ce nouveau secteur. C'était pour eux, quoi. Exactement. Donc, c'est vraiment, réorganisation totale de la structure de la boîte, avec une constante quand même, l'équipe technique qui a super bien réagi, qui a pris le virage et qui a, du jour au lendemain, on a changé les priorités de la roadmap. Et ça s'est fait de façon assez naturelle, souple là-dessus. Mais sinon, ça a été, parfois, il y a eu des petits bumps. Et ton actionnaire qui t'avait alerté sur Oui. ce petit virus, il vous l'a reproché plus tard? De ne pas avoir été aussi en avance de phase. Il ne nous l'a pas reproché, mais en tout cas, son avis, l'avis divergent qu'il pouvait avoir parfois, on l'a pris avec beaucoup plus de sérieux, de gravitas. Ok, non mais voilà. Pourquoi vous aviez du coup onboardé des investisseurs, et quel type d'investisseurs? C'était quoi? C'était pour accélérer sur le premier modèle? Quelle était la vision?
le fait d'accueillir des investisseurs dans l'aventure, effectivement, c'était pour gagner du temps, en fait, hein, d'avoir une croissance beaucoup plus agressive, de pouvoir investir en tech OK. et en sales. Vous étiez rentable ou pas rentable? À l'époque, on n'était pas rentable, mais c'était Ouais, un choix. C'est-à-dire qu'on ouais. avait une Oui, structure parce de que vous coûts. investissiez, Exactement, qui nous plus haut. permettait de réduire la voilure. C'est ce qui nous a sauvés plusieurs fois dans la boîte, Mmh. parce que c'était vraiment des hauts et des bas. On a eu des moments difficiles et des moments d'euphorie. Mais on s'est toujours mis enfin, on gérait en bon père de famille. Mmh. C'était vraiment, et on le revendiquait en disant on va pas courir levée après levée. On va vraiment être les bonus pater familias, on parle en droit de ce secteur-là, et on veut avoir la possibilité de réduire la voilure, le cas échéant, et de ne Mmh. pas être contraint dans le modèle même. Pourquoi on a pris des investisseurs? C'était effectivement pour accélérer, en leur disant qu'on sera des bons pères de famille aussi, et Mmh. on l'a prouvé avec un suivi rigoureux de nos finances. Et quand on a décidé d'être en période d'investissement, on savait qu'on allait avoir des années négatives, mais c'était en connaissance de cause et tout le monde était aligné là-dessus. Mmh. Et je crois que cette transparence-là, vis-à-vis des stakeholders, mois après mois, et de prendre les décisions ensemble, de se mettre en risque ensemble ou de réduire la voilure ensemble, bah, ça a été assez confortable, en fait, pour faire passer des décisions comme celle-ci, derrière, et et de les avoir et qui nous soutiennent, Mmh. même dans les moments, un peu plus, risqués. Voilà. OK. Alors, vous vous engagez dans ce nouveau positionnement, ce nouveau modèle. Hem, Combien de temps ça vous prend pour pouvoir, mettre sur le marché une première solution? Est-ce que dès le début ça prend, ça prend pas? Comment vous trouvez, alors tu as dit: «On a déjà testé, Mmh. on a onboardé des clients qui voulaient faire le test avec nous», Mmh. mais comment tu vas chercher d'autres clients? En fait, comment voilà, tout de suite, tu arrives à montrer qu'il y a ou pas, Mmh. sur cette idée-là finalement, une appétence marché? En fait, on avait effectivement déjà quelques clients, des grands comptes, des Mmh. grosses chaînes hôtelières qui étaient très intéressés. Et on a profité de cette période où justement il y avait beaucoup moins de production Mmh. pour aller travailler le produit et le mettre à disposition, même hors période d'activité, puisque les hôtels sont fermés, les restos sont fermés, mais d'affiner en fait le produit, et de traiter vraiment toute la complexité du droit social, Mmh. et de l'intégrer là-dessus. Donc c'était, on était Vos clients, ils plutôt. avaient peut-être plus de temps aussi parce que du coup, ils Exactement. avaient moins d'activité, Exactement. On a du temps, on peut réfléchir, et nos contreparties, aussi chez nos clients ont du temps. Donc en oui. fait, on peut pas tester la willingness to pay des Mmh. nouveaux clients qu'on aurait onboardés, parce que Oui. personne n'a la tête à ça. Mmh. Et va voir un hôtelier en période Covid, Pour lui vendre un truc, il va dire il va te dire: «Je sais même pas si je vais être vivant, si je vais pas devoir ouais, vendre mes murs, si jamais je possède mes murs ou autre ouais. pour passer cette période». Par contre, ceux qui avaient déjà été, c'était là notre chance, ceux qui avaient déjà été onboardés, sur l'idée, qui étaient, bah, ils avaient du temps pour nous donner. Donc en fait, on a profité de ça pour créer le meilleur outil disponible pour, gérer les frontline workers, là-dessus. Mmh. Et derrière, bah, en fait, on a repris l'accélération, une fois la période Covid passée, une fois que, il y avait que la secousse était passée, je dirais 1 an après, pour là être en phase, de croissance, commerciale, et d'avoir évidemment des cas d'usage dans les grands comptes, Mmh. avec une satisfaction énorme du produit Badakan. Donc là, ça a bien fonctionné. Et vous avez, plus du coup d'intérimaires? Non, Vous avez vendu quand même l'activité, une partie, quelque chose ou pas du tout? Vous avez pas bah, continué? Non? finalement, ce qui s'est passé, c'est qu'on a réussi à convaincre, et c'était vraiment notre conviction aussi. C'est plus simple de convaincre quand c'est vraiment une conviction, que la marque employeur était importante, OK. que c'était clé pour les acteurs, y compris pour les acteurs de terrain, y compris pour les extras dans l'hôtellerie et la restauration, qu'ils les emploient en propre, et qu'en fait, le droit social permet beaucoup de flexibilité, Mmh. y compris quand on est employeur en direct, et que en fait, la contrainte, elle était plutôt administrative et qu'il n'y avait pas d'outil qui automatisait tout. Et une fois qu'on a réussi à montrer, à prouver, à engager ça, en fait, tous nos clients historiques, Mmh. on leur a montré, mais soyez l'employeur en direct. Et tout l'administratif est géré, est automatisé, et derrière, vous allez créer de la fidélité
auprès de cette population d'extras et vous allez les gérer dans le même planning, dans la même interface que vos contrats de longue durée et vous allez vraiment créer votre équipe de remplaçants et votre équipe permanente et il va y avoir une Oui. symbiose. Et donc en fait, cette transition, elle était beaucoup plus douce et ça a été beaucoup plus de... Vous les avez pas plantés, en fait. Voilà, vous avez dit Non, maintenant, vous allez le gérer en direct. Nous, vous apporte la solution pour pouvoir exactement. gérer du mieux possible en direct. La Exactement seule ça. chose qu'il y a peut-être pas, c'est la chasse, en tout cas, le fait de trouver l'intérimaire Et en fait, beaucoup se sont rendus compte qu'ils avaient dans leur autour d'eux. réseau 1, Ouais. 2 et 3. C'est juste que parfois, quand on dit j'ai besoin de quelqu'un pour ce soir, mobiliser tous ces 3 cercles, tous ces 3 Mmh. réseaux en un Ouais. clic, c'est facile quand on a l'outil, mais quand on l'a pas, Mmh. bah là on se dit bah, j'ai besoin peut-être d'un autre acteur. Mais là, en fait, entre leur manager, leur chef d'équipe, toutes les personnes avec qui ils bossaient, etc., ils peuvent se constituer une base de données qu'ils peuvent solliciter en un clic. Et là, Mmh. effectivement, bah, avec ça, ils ont eu la preuve que ça fonctionnait. Et donc malin, parce que du coup, vous avez réussi finalement à ces clients-là, les amener vers la nouvelle solution, en fait, la Exactement, nouvelle offre. exactement. Qui est Hem beaucoup moins cher évidemment pour eux de supporter, en direct, Et pour vous, c'est beaucoup plus de marge, c'est et quasiment 100%. Après, vous avez les serveurs à payer, les équipes, et cetera, mais en tout cas, effectivement, le sur taux de la marge sur un mmh, éditeur n'a rien à voir avec celui ouais. de cette activité précédente. Ouais. OK. Alors comment vous vous faites ce pivot, mais comment vous atteignez 3,5 millions en ARR? J'ai envie de te dire, sur les 3,5 millions, il y en avait combien qui venaient, déjà finalement de vos clients précédents? Et quelle était la part de nouveaux que vous êtes, allés chercher et comment vous les avez trouvés ceux-là? Ouais, non, c'est une excellente question. Effectivement, on a le capital départ on peut vendre des licences, surtout on avait la chance d'avoir des grands comptes, Ouais, on vend des licences tout de suite aux grands comptes et donc ça fait un capital, direct. ouais. Par contre, ça prouve pas la viabilité du modèle où on a besoin d'aller faire de la chasse. Et donc c'était très important pour nous, et c'est très sain comme questionnement là-dessus, c'est se dire, est-ce qu'on est en capacité, sur des clients qu'on ne connaît pas, qui ne nous Mmh. connaissent pas, Oui. d'aller vendre ce nouveau produit et cette nouvelle solution? Et donc là, très vite, en fait, on s'est bien on a changé d'approche de vente. C'est pas la même chose de dire, de rentrer dans n'importe quel restaurant de France, dire: «Tu as un besoin pour ce soir?» «Oui», bon, bah, Mmh. clic, approche et cetera, c'est facile. Par contre, d'aller voir d'un groupe et de lui dire: «Tu as besoin d'un SIRH, tu as besoin Et tu parles pas aux mêmes personnes? tu parles pas du tout aux mêmes personnes, tu as pas du tout les mêmes cycles de vente Oui. et tu fais une vente, en fait, complexe, une vente B2B complexe, une vente consultative». Mmh mh. Et là, pour le coup, on a eu, je pense, l'humilité, les 3 founders, de se dire: «On gagnerait peut-être, à être, coachés, encadrés sur la vente consultative», et c'est ce qu'on a fait. On a pris, D'accord. quelqu'un qui nous a aidés, Mmh. qui était un coach, il s'appelle Jacques Lévy, qui nous a vraiment, accompagnés sur, de la vente consultative, et on a complètement changé nos méthodes. On l'a fait nous-mêmes déjà, entre founders, et derrière, on a formé les équipes avec, ce même coach pour arriver à changer notre méthode, et à gagner en croissance, et surtout, comme c'est sur des projets beaucoup plus complexes, il y a de l'interfaçage avec l'écosystème Pay, Mmh. hem, et bien, on a appris, à comprendre les pain points vraiment de nos clients, à comprendre comment on fait une power map, sur Mmh. ces grands comptes, et qu'en fait, il y a besoin de cartographier véritablement les détracteurs, les sponsors, et cetera. Et comment vous avez fait? Est-ce que vous avez aussi noué des partenariats justement? Parce que, j'imagine que vous avez vu, dans les outils, qu'utilisent au quotidien les entreprises de tel secteur d'activité, souvent c'est les 2-3 mêmes qui reviennent. Est-ce que vous avez fait des intégrations, des contrats, des partenariats avec eux justement pour être plus facile et enlever ce pain point de, «Les gars, c'est bien, mais vous sortez un peu de nulle part pour moi, quelque part. Vous avez cette solution, mais il faut qu'elle s'interface avec mes outils du quotidien. Est-ce que ça va marcher, pas marcher?» Voilà, j'imagine que là-dessus, il faut que vous montriez ou que vous ayez des arguments en tout cas. Oui, c'est très juste, et l'axe dans lequel on a choisi de le faire, et ça a été structurant pour nous, c'est de nouer, des partenariats ou des connexions en API avec, des Mmh. acteurs clés, et notamment des acteurs qui font de la paye. Mmh. Puisque, lorsqu'on gère des équipes, quand on gère un extra, qu'on a des extras qui arrivent tout au long du mois, il y a énormément de complexité sur la paye, et donc demande à ce que ce soit facile derrière en paye. Heu Mmh. et on a, noué, une API par exemple, on a énormément travaillé sur une API avec Silae, qui est un Oui, gros acteur de paye. mmh. Il y en a peu, hein, des acteurs qui ont une API avec Silae, ça se fait en général avec Export, pour prouver
Il y avait 2 vertus, là-dessus. C'est montrer qu'on est accrédité par ce type d'acteur. On l'a fait avec Cégide aussi, Mais c'est ces une caution, partenariats avec ouais. Caution. On a été, whitelisté, Mmh. et ils nous acceptent dans une liste qui est restreinte, limitée, avec des acteurs qui sont sérieux. C'est le premier point. Mmh. Et deuxième point, un peu plus effet, signal, au marché, j'ai une maîtrise, et de la paye assez forte pour pouvoir faire une API avec ces acteurs, qui est quelque chose de complexe. Je comprends l'intégralité de la chaîne de valeur, et donc je te montre à toi, prospect, que je peux m'interfacer en API et que donc Mmh. je suis assez calé, pour gérer l'ensemble de tes Ouais, je te problématiques. vends pas que ma solution parce que j'ai ça à vendre, mais je te montre qu'elle rentre dans ton process global et Exactement. qu'elle apporte de la valeur. Et que moi je suis un acteur. Et en fait, on s'est même, pour aller encore plus loin, on s'est même mis dans des associations, du secteur de la paye, des Mmh. SIRH, et cetera, pour montrer qu'on pesait, dans l'écosystème là-dessus, et qu'on avait notre mot à dire, Mmh. notre sensibilité, et notre différence aussi, qu'on voulait faire valoir notre différence auprès de nos pairs. Donc on a vraiment misé là-dessus sur, les syndicats professionnels de cette industrie. Je prends quelques instants pour vous parler de ma newsletter. Depuis 2020, j'analyse les décisions des entrepreneurs du top 5% pour comprendre comment ils ont construit des entreprises performantes. Le lien est accessible dans la description de l'épisode. Allez, retour à l'invité. Donc, c'est-à-dire que pour l'acquisition, vous êtes formé, vous faites à la fois de l'inbound, de l'outbound, c'est-à-dire vous avez peut-être une équipe de personnes qui démarchent, et puis vous avez aussi peut-être des stratégies d'acquisition de prospects ou leads qui viennent à vous. Qu'est-ce que vous avez mis en place justement pour aller chercher ces 3,5 millions d'ARR? Ouais, on a effectivement beaucoup d'outbound. Ça, c'est vraiment Ok, notre canal clé, c'est-à-dire qu'on fait, de l'account-based marketing pour les comptes qu'on veut absolument avoir, parce ok. qu'on sait qu'on va Vous avez très bien. listé un top Ouais, 20, top 100 de comptes à exactement. avoir. Voilà. Et donc, on a les sales qui font un effort, sur mesure, qui essayent Hmm. plusieurs points d'entrée, qui, ont des business cases vraiment adaptés, qui montrent qu'on a réussi à côté à faire pour des acteurs similaires, et cetera. Donc on a ce point-là, et on travaille énormément la recommandation entre pairs. Nos acheteurs, ce sont les RH, D'accord. qui, se parlent beaucoup, entre eux, qui, sont très au fait, font beaucoup de veille, vont dans beaucoup de salons, et cetera. Et donc on a beaucoup travaillé le referral là-dessus, Oui. pour avoir des témoignages, et faire en sorte d'être au fait de ce qui se passe. Ça nous aide énormément aussi, les partenariats, parce qu'en général, quand un acteur économique, change de paye, ou, fait un appel d'offres pour sa nouvelle paye, il va changer son, SIRH ou son Hmm. logiciel de gestion des temps, activités, et cetera. Donc, ces partenariats-là nous permettent d'être intégrés dans les appels d'offres également, Oui. parce que parfois, ce qu'on appelle des acteurs best of breed, ce qu'on est, ce qu'est Badakan, pour le coup, ces acteurs-là, sont interfacés parfois dans des appels d'offres, pour pouvoir répondre à des problématiques très spécifiques. Voilà. Bon, écoute, merci pour toutes ces explications sur Badakan. Ensuite, j'aimerais qu'on aille sur le deuxième sujet, c'est-à-dire ton aventure entrepreneuriale actuelle. Tu as essayé de partir, tu es parti Oui. de cette finalement entreprise. Pourquoi, comment et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu es en train de développer une autre entreprise qui s'appelle Primo Mandat? Oui, bien sûr. Bien écoute, c'est, donc après 7 ans, au sein de Badakan, l'envie de, passer de 0 à 1. Donc la boîte est rentable, Mmh. très belle boîte, belle croissance, et cetera, Badakan. Et l'envie de cette excitation du début de Du projet, passer début? de 0 à Ouais. 1. Ouais, c'est Ouais. vraiment, embrasser le chaos, pour créer, faire émerger quelque chose, là-dessus. Ouais. C'est vraiment ce sentiment-là que je poursuivais, et que j'avais envie de retrouver, une sorte Tu es de plutôt un nostalgie. entrepreneur créateur, quoi. C'est exactement ça. Si on doit, c'est là en tout cas où je prends beaucoup de plaisir. Et donc, ça se passe très bien, transition, très douce effectivement, hein, Et que tu as annoncé à tes associés. Comment ça s'est passé? Toi aussi d'arriver à dire ça, vous étiez 3 associés. ouais. Tu arrives, c'était en toi, ça a germé, c'est du jour au lendemain? C'est parce que tu as eu l'autre idée, donc tu t'es dit: «Bon, maintenant, j'ai envie de me concentrer dessus». Comment ça s'est passé cette transition? Ça s'est fait là encore, en douceur. C'est-à-dire que après c'est plus facile quand, la boîte va bien, a Oui. traversé cette turbulence, a trouvé son marché, est en croissance, est rentable. Mmh. Oui. C'est Tu plus pars dans simple un bon effectivement. Voilà, contexte. exactement. C'est, Ouais.
Et en fait, assez naturellement ou petit à petit, moi, je prends conscience que j'ai cette envie-là et puis je l'amène gentiment à mes associés et ça se passe très bien. On met en place un plan d'action et derrière ça Et tu pars en combien de temps? Vous mettez un plan d'action de quoi? 6 ouais, mois, ça 1 fait an? c'est à peu près 1 an, quelque chose Ouais? comme ça. OK. Ouais, ouais, ouais. Oui, OK, donc ça, c'est une histoire, une belle histoire qui se finit bien. Ouais, exactement, qui Heu, se finit très parce que bien parfois ici, je reçois des et Badakan se porte super bien et les 2 associés, Victor et Bruno, qui sont à la tête, font un job remarquable. Et c'est toujours un plaisir de les revoir et surtout, une grande fierté pour eux, parce que maintenant, c'est oui. eux qui sont aux manettes et aux commandes, qui puissent, qui ils pilotent de main de maître. Et derrière, effectivement, l'envie de bosser sur plusieurs projets, l'envie de me former aussi, voilà, je travaillais sur l'apprentissage de Python. J'avais envie vraiment de prendre le temps Mmh. de ça et après derrière de me plonger dans la théorie sur l'IA. C'était l'émergence et cetera, mais vraiment comprendre un peu, ce qu'il y avait derrière. Donc je prends le temps de l'apprentissage, et je reçois un coup de fil, bon, ça se fait assez naturellement à chaque fois les opportunités, de mon associé actuel qui s'appelle Benjamin Méchali et qui me dit: «Écoute, j'ai eu tes coordonnées par Patrick d'Alsace, qui est l'un des fondateurs de La Fourchette. Il m'a dit que tu étais un entrepreneur, que tu aimais les projets disruptifs, viens, on se rencontre». Voilà. Mais donc là, tu étais déjà parti de Ouais, Badakan? j'étais Ah déjà oui, donc quand parti. tu es parti, tu savais pas que tu allais Non, monter Primo Mandat? je savais pas. Ah oui, d'accord. Je pensais que tu avais déjà l'idée et N que, non, non, OK. non. Je savais pas et par contre, je savais que j'avais envie de me former, que j'avais envie Ouais. de prendre ce temps-là pour me former, pour, regarder, Mmh. ce qu'il y avait à côté. Voilà, OK, donc finalement, en étant disponible quelque part sur le marché, ça t'a généré aussi une opportunité exactement. qui était pas C prévue. c'est ça, c'est la sérendipité, c'est vraiment, enfin, c'était le bon moment de faire ça et ensuite c'est venu assez naturellement. La qualité de la mise en relation de l'intro où je me suis dit: «Bah, Mmh. ça, j'ai envie de creuser et j'ai envie d'aller OK. voir ce qui se passe derrière». Donc on va aller voir justement sur le concept de Primo Mandat, tu vas nous expliquer. Mais qu'est-ce qui fait que, selon toi, tu as envie d'entreprendre? Parce que tu aurais très bien pu dire, «Tiens, je vais aller prendre un poste, je vais aller faire autre chose», qu'est-ce qui fait que tu restes ou que tu es allé dans l'entrepreneuriat d'ailleurs au départ? Au départ, au tout départ, c'est, un stage, en école, où, je rejoins, un projet, qui s'appelle International Stadium Poker Tour. C'est un projet qui est, notamment mené par le groupe Bernard Tapie, donc avec, Laurent Tapie à sa Mmh. tête, et en fait, on a loué le stade de Wembley, pendant une semaine pour organiser un énorme tournoi de poker, Trop sur la bien. Bon, pelouse. Laurent, on l'a Ouais. reçu ici, il a pas Ouais. parlé de ça. Il a Bon. pas parlé de ça et pourtant c'était une très, très belle aventure et en fait, c'est le patron de ça qui s'appelle Prosper Masquelier, et c'était une expérience Ouais, ouais. extraordinaire, hallucinante. C'est-à-dire qu'au bout ma première semaine de stage, j'étais à Vegas en train d'essayer de C'est vendre beau. des tickets, et de faire du sponsoring avec des joueurs de poker, donc vraiment, quelque chose d'assourdissant dans la rapidité, dans l'exécution, dans la vision, et là je me suis dit: «Ouh, j'ai envie de creuser cet aspect entrepreneurial, Mmh. ça a l'air extraordinaire». Moi je pensais être avocat d'affaires et en fait, il y a peut-être quelque chose d'autre Il y a peut-être d'autres choses à explorer, ouais. exactement. Et après encore une autre rencontre, lors d'une conférence, je rencontre Jean-Marc Tassetto, qui est le patron à l'époque de Google France, et en fait, ça fit bien et quelques mois après, il quitte Google pour créer sa boîte qui s'appelle Corp Academy, qui a été revendue depuis, au sortir de l'école, je deviens le premier employé de cette boîte-là. Ouais, mais c'est beau, c'est bien que Ouais, tu partages ce type de rencontres, tu vois? Parce que on est dans comment tu as fait les rencontres ouais, d'entrepreneurs et en fait, souvent les opportunités arrivent via les rencontres, en complètement. discutant, voilà, en étant à l'écoute, mais aussi en les provoquant ces rencontres-là et toi, tu dis une conférence, il faisait une conférence. Bon, OK, mais vous étiez peut-être 200-300 dans la salle, pourquoi vous parlez tous les 2? Ouais. Enfin, tu vois, il y a ça aussi. Est-ce que ça, tu l'as généré? Est-ce que tu es tombé sur lui par hasard? Est-ce que tu t'es dit: «Tiens, j'ai un truc à lui dire»? Comment tu gères ça? Alors, j'adore les conférences. Franchement, et encore une fois, on parle de sérendipité, c'est-à-dire que je provoque souvent et je trouve ça beaucoup plus simple après d'aller adresser quelqu'un en disant, de rebondir sur, «Je t'ai vu à cette Oui, conférence, j'ai oui. aimé ça et ça, viens on prend un café, viens on se rencontre» et Mmh. cetera. Et en fait, pour moi,
première accroche respectueuse, Mmh. d'aller écouter quelqu'un avant de le solliciter, voilà, pour être dans le rebond derrière. Ouais. Voilà, pour moi, c'est vraiment du respect que d'aller s'enquérir avant et de tester. Et après, deuxième point aussi, c'est d'être vraiment dans l'ouverture. Je sais qu'on dit souvent faut protéger son carnet d'adresse, faut monitorer son temps, gérer son temps, etc. Mais il y a aussi parfois de se laisser aller, d'accepter un rendez-vous alors que on Mmh. pense que ça va rien donner. Et aussi, autre point, c'est moi, c'est petit conseil aussi, c'est j'ai fait et je continue à faire de l'associatif parce que on peut faire de l'associatif version business ou sur des sujets où on a une Mmh. appétence particulière, parce qu'on va bosser, rencontrer des gens avec lesquels on n'aurait pas l'occasion de bosser aussi. Et ça, c'est un énorme shaker, en fait, qui permet d'ouvrir ses chakras là-dessus, quoi. Et donc, il y a un autre pan de l'associatif qui peut être aussi sur des intérêts qui sont liés au monde économique. Et ça, c'est pas mal. Bon, donc tu fais la rencontre, de cette personne qui t'a sollicité, alors que toi, tu étais dans la découverte de l'IA. Ouais. Comment ça se passe après la suite pour, jusqu'à, finalement, bah, monter, Primo Mandat? Bah, effectivement, il me raconte son histoire. C'est un entrepreneur pur métier. C'est quelqu'un qui a fait 17 ans d'immobilier, qui a une conviction forte sur le marché. Mmh. Qui a la conviction que la confiance s'est rompue entre les agents immobiliers et les propriétaires vendeurs, et qui a une idée pour changer, renverser la table et recréer ce lien de confiance. Donc, déjà, le pitch, je le trouve intéressant. Ouais. C'est-à-dire, on est sur une problématique quasiment philosophique, sur un métier qui est l'un des métiers les plus détestés en France, et une façon de renverser la vapeur. Oui, puis un insight qui est effectivement partagé, de dire: «Bah, tiens, il va vendre mon appart, mais ou ma maison, mais en tout cas, voilà, lui, ce qu'il veut, c'est faire sa vente. Ouais, Donc est-ce qu'il va réellement m'aider, pas m'aider?» exactement. C'est Donc exact. il y a toutes ces questions-là qu'on se pose et qui sont assez courantes sur le marché. Exactement, ça touche tout le monde. On a tous été liés de près ou de loin à une Mmh. vente immobilière. On a Ouais. vu des choses dramatiques arriver. On Mmh. a, voilà, et beaucoup de frustration. Et donc, ça me touche. Et surtout que sa thèse est en contradiction totale avec ce que je pensais du secteur. Mmh. C'est-à-dire, lui me dit donner une exclusivité à un agent immobilier, c'est la meilleure façon de vendre. Et pour moi, à l'époque, mais la concurrence est saine, donc pourquoi ne Ouais. pas mettre en concurrence plusieurs agents. Donc, ravi de pouvoir objecter, de pouvoir Mmh. rentrer dans un secteur que je ne connais pas. Et pour le coup, première rencontre, au bout de 2 heures, je me dis: «Évidemment, c'est une évidence». Et c'est comment faire un travail didactique pour prouver aux propriétaires que l'exclusivité est la meilleure façon de le faire. Donc voilà, je ressors avec un insight fort. Et derrière, comment avancer? On décide de bosser, de collaborer ensemble, vraiment de façon très light Au sur le départ, ouais. sujet. Mmh. Et puis ensuite, on s'associe au bout de 4 mois. D'accord, donc en 4 mois, vous avez fait quoi? Vous avez peaufiné le concept. D'ailleurs, c'est quoi le concept aujourd'hui? Alors, j'ai vu qu'il y a une prime, tu nous parler de ça, Exactement. garantie. Ouais. Je te laisse nous expliquer. Oui, le concept, très concrètement, c'est que, les propriétaires ont tout à gagner à confier une exclusivité à un agent immobilier, parce qu'il a une espérance de gain qui est forte. Il sait que, Mmh. il a de grandes chances de vendre l'appartement, et donc il va allouer du temps pour percevoir sa commission derrière, et il va faire tout pour protéger les intérêts du propriétaire. Alors que quand on ne lui donne pas l'exclusivité, il sait qu'il a une espérance de gain qui est très faible, et donc Mmh. il va juste poster l'annonce, en Et au gros, final, ils m'ont engagé, quoi. voilà, exactement, moins engagé, parce qu'il sait qu'il a peu de chances d'aller jusqu'au bout, et donc il va pas travailler, ni le propriétaire, Mmh. ni les acquéreurs, passer du temps, et cetera, pour une chance infime, là-dessus. Il va juste poster. S'il y a des offres, il va les transmettre, mais pas aller plus loin. Et donc le principe, c'est de dire: «OK, pour prouver qu'un agent est ultra investi et que l'exclusivité, il y croit, et qu'il a envie d'aller au bout, on va mettre en place de la théorie économique, celle du skin in the game, c'est-à-dire Mmh. qu'il ait quelque chose à perdre. Et en fait, il va investir financièrement pour obtenir le droit de représenter un propriétaire sur une période courte. Autrement dit, ils payent pour avoir le client. Exactement, il paye pour pouvoir avoir un mandat et se Mmh. positionner en exclusivité dessus. Et ça a énormément de vertus,
c'est-à-dire qu'il va payer, ça peut être 500, 1000, 1500, 2000 euros, ça dépend Ouais. du bien, des caractéristiques, etc. C'est pas forcément une grosse somme, hein, mais il peut y avoir des grosses sommes sur des très beaux biens. Mais il prouve quelque chose, il envoie un signal. Je crois au bien, Mmh. je crois au prix de vente qui est demandé, et derrière, c'est plus des promesses, c'est un engagement ferme, c'est-à-dire quelle que Mmh. soit l'issue de la vente, je me suis mis en risque financièrement, Oui. et derrière, je vais me battre. Et de fait, ce qu'on voit, c'est qu'on a des chiffres qui sont assez bluffants. Les ventes moyennes sont en moins de 2 mois sur un marché qui est réputé difficile Mais c'est aujourd'hui. aussi une alternative finalement à de l'acquisition de leads ou à des marchés sur le Bon Coin ou les autres plateformes, tous ceux qui vendent, mais en direct leurs biens. Exactement. C'est-à-dire que eux, ils n'ont plus qu'à croire à un projet et ils Mmh. maîtrisent leur coût d'acquisition de Oui. mandat. Et côté propriétaire, ils sont sûrs, comme c'est parce que c'est gratuit sinon d'avoir un Mmh. mandat, Oui. ils sont sûrs d'avoir quelqu'un qui est investi et qui va pas signer un mandat pour signer un mandat, en fait. Parce qu'ils payent au moment où ils rentrent le mandat. Exactement. D'accord, donc moi, si je vends mon appartement, par Ouais, exemple, ouais, je lui confie, je touche les 1000 ou ouais, 1500 tout euros à fait. tout de suite. Oui, Donc, s'il ne vend pas, ouais. moi, c'est un gain pour moi. C'est un gain effectivement pour toi, D'accord. et c'est l'assurance d'être, que ton agent te réponde à ton coup de fil parce qu'il Mmh. il s'est mis en risque et il va vouloir aller au bout, il va tout faire pour. OK. Et on le voit dans les comportements, que les comportements changent. C'est-à-dire que, si le temps avance, ils vont, vraiment relancer de la publicité, faire tout leur carnet d'adresses, trouver, vraiment des relais pour arriver à avoir cette vente parce que ça devient leur priorité. Est-ce que tu as mis des garde-fous ou pas? Parce que, d'un autre côté, l'agent immobilier pourrait dire: «Bah, ouais, mais en fait, moi, je sais pas, il le met à 300 000, mais ça vaut 250, Mmh, donc j'arrive pas à faire la vente à mmh. 300 000, donc bah, en fait, si lui veut pas baisser son prix, moi, faut que je récupère, ce que j'ai payé parce Mmh. que le problème, c'est pas moi, c'est le prix qu'en veut le vendeur». Comment vous gérez ça? C'est effectivement une excellente question. En fait, sur la marketplace, juste pour refaire le parcours, toi, tu es propriétaire, tu dis: «Voilà mon bien, Ouais, je veux qu'il se vende à, je sais pas, 500 000 €», on va ouais. dire, voilà. Et donc c'est à l'agent immobilier, effectivement, de choisir de se positionner ou de pas se positionner sur le bien. Oui, donc il choisit Il lui-même. choisit Mmh. lui-même, et en fait, tu ne vas avoir des agents intéressés que ceux qui disent: «Oui, c'est cohérent avec le marché. Oui, j'ai déjà l'acquéreur potentiel. Mmh. Oui, je vais pouvoir travailler ce bien parce que je sais travailler ce type de bien, j'ai la clientèle». Et donc en fait, la sélection, elle est déjà faite avant. Après, il peut effectivement arriver qu'il y ait une négociation, qu'ils Mmh. reçoivent des offres et que Mmh. classique, enfin je veux dire, Bien sûr, c'est c'est classique. classique. Mais derrière, c'est en bonne intelligence avec tout le monde. Et ça fait, combien de temps, Primo Mandat? Ça fait, un peu plus d'un an. OK, Et on est ravis d'annoncer, une levée de fonds, félicitations. merci beaucoup, de 600 000 €, qui a été faite par des professionnels. Bah, il y a ce Patrick d'Alsace dont on a parlé, cofondateur de Tout à La l'heure, Fourchette, ouais. qui nous a, accordé sa confiance, mais on a, également, des acteurs de la promotion immobilière comme Thierry Hermann, on a vraiment Christian et Tatiana Terassou, enfin on a des promoteurs, on a des acteurs du groupe Oxia, Courtois, des acteurs de l'immobilier, de syndic, de gestion, et cetera, et des acteurs de l'IA aussi, puisqu'il y a une Mmh. dimension tech qui est assez forte au regard OK. justement de l'établissement de la valeur de cette prime. Quelle est la valeur de la confiance? C'est un beau problème, technologique, Et c'est une belle question. et c'est une belle question. Ouais, Non mais, et alors on parlait justement là de la valeur et est-ce que je me positionne ou pas ouais, finalement sur ce bien? Est-ce que je te posais la question du délai. Pourquoi? Parce que je me demandais si vous aviez déjà de la data pour aussi arriver à permettre finalement à l'agent immobilier de se dire: «Ah tiens, dans, 75 des cas, ce bien, oui, se vend à ce prix-là ou pas». Qu'il y ait des comparables en fait et que vous apportiez aussi cette information-là, mmh, parce que pour moi, elle a énormément de valeur. mmh. Alors peut-être que c'est dans la roadmap, peut-être que c'est déjà là, mais je te pose cette question. Le pourcentage de est-ce que vous allez on parle plutôt en délai effectivement. C'est-à-dire que Ouais, nous, ce qu'on propose, c'est de dire, voilà, ça devrait à ce prix-là, on est plutôt entre, 0 et 1 mois et 2 mois, d'accord. ou 2 et 3 mois. On arrive à avoir cette data-là. Mmh. Après, ce qu'on a, c'est beaucoup de retours des agents locaux qui nous disent: «Voilà pourquoi je challenge ou pourquoi je suis d'accord». Mmh. Donc, on Vous améliore, améliorez on au fur et améliore à mesure le là-dessus. modèle, ouais. Ouais, et toute la finesse et tout le travail de R&D qu'on met en place est sur la data pour
pricer la prime au plus juste pour qu'elle soit assez incitative pour le propriétaire et qu'elle soit cohérente également pour l'agent immobilier et vraiment permettre cette fluidification de la place de marché. Ça, c'est notre roadmap tech et c'est ce qui nous occupe aujourd'hui sur la roadmap et la hiérarchisation de ce qu'on doit faire parce qu'on doit faire pas mal de choses. Là, vous en êtes à combien de personnes, de chiffre d'affaires et c'est quoi l'ambition pour Primo Mandat? Ouais, l'ambition, la véritable ambition, c'est que plus aucun mandat de vente en France ne soit pas exclusif. Voilà. Okay. C'est même au-delà même de la boîte. Il y a combien de mandats en France chaque année? Il y a en gros 800 000, 900 000 transactions. D'accord. Donc il y a plus de mandats puisque l'exclusivité n'est pas la norme. Mais c'est dur d'avoir le nombre de mandats exact. À chaque fois, pour savoir, pour quantifier combien de mandats exclusifs ou non exclusifs, c'est sur des sondages, sur des échantillons. Mais donc, c'est d'arriver à ça. Le marché, effectivement, c'est 800 000, 900 000 transactions. Nous, si on arrive à avoir 1% de ces transactions, nous serons ravis. On a, en termes de metrics, on a une cinquantaine de clients, enfin d'agents immobiliers qui payent pour avoir la structure. Notre pricing, il est assez clair. C'est 149 € par mois et vous prenez c'est un abonnement payant, ouais. C'est pas une commission ou un pourcentage de la prime qui est payée au vendeur. On a un abonnement et on a également un success fee dépendamment de l'abondement pour les agents immobiliers ils sont tout à fait à l'aise avec le modèle économique qu'on a créé avec eux. Donc c'est pas hasard, c'est pour qu'il y ait de l'adoption là-dessus. Et c'est très malin d'avoir fait comme ça. Ouais, on voulait embarquer dedans. On les a embarqués. Et d'ailleurs, on les sélectionne, nos agents. On a encore ce luxe-là, effectivement, parce que nous, on a besoin, pour que le modèle fonctionne d'ailleurs, on a besoin que ça vende et que ça vende vite et bien, et qu'il y ait de la satisfaction, parce que on est dans la confiance, et donc la preuve sociale, pour nous, c'est clé. On a besoin que les propriétaires qui vendent avec nous nous recommandent, disent c'est fantastique et c'est pourtant ce qu'on a. Et notre ambition, c'est d'avoir effectivement d'ici 4 ans, c'est 1% du marché, ce serait très bien, et d'avoir 4000 agents immobiliers dans la plateforme, c'est pour couvrir la France. Et ça vous mènerait à combien de collaborateurs ou combien de chiffre d'affaires pour vous? Ouais, si dans 4 ans, on est aux alentours de 8 millions de chiffre d'affaires, avec une partie licence qui nous permet d'être immune aux crises potentielles du marché immobilier, ou en tout cas aux soubresauts de ce marché-là, et une partie commission qui évidemment reflète la valeur du produit. Pour continuer à grossir, il faut que le modèle fonctionne et que tous les acteurs y trouvent un bénéfice. Pour l'instant, c'est le cas. Et donc maintenant, l'enjeu, c'est de passer de 50 à 500, 5000 mandats par mois, quoi. Et c'est quoi la roadmap pour faire ça? C'est quoi le plan? Comment tu comptes y arriver? Pour le coup, c'est toujours le casse-tête. Et c'est pour ça que Patrick d'Alsace sur La Fourchette est un conseiller ultra pertinent. C'est que le modèle de marketplace, t'es toujours tiraillé. Tu dois faire progresser les deux en même temps. Il faut un équilibre. Il faut un équilibre. Et parfois, c'est de semaine en semaine où l'équilibre doit être tenu. Et donc, nous, on a travaillé d'abord, pour être très clair, on a travaillé, et je vais te répondre sur la roadmap, mais comment est-ce qu'on a commencé à bosser? On a commencé à travailler sur l'acquisition des mandats. D'accord. Quels sont les canaux qui fonctionnent pas? Comment on arrive à cibler géographiquement et à se dire, j'arrive à toucher par le discours des propriétaires d'Île-de-France. Pour l'instant, c'est principalement en Île-de-France. Et d'être sur de la prévisibilité, en fait. De dire, là, pour tant de budget, j'arrive à ça. Derrière, on avait un petit socle avant d'agents immobiliers qu'on connaît sur le bout des doigts, super bon, super smart, et qui avait envie de vivre l'aventure et qui était prêt à nous suivre aussi. Et basé là-dessus, effectivement, c'est
mandat, puis agent, puis mandat, puis agent. C'est comme ça Mmh. on veut d'abord obtenir des propriétaires. Comme on sait qu'on a une base Oui. d'agents qui peuvent en prendre plusieurs et qui sont bons, bah, on a cette... Ouais, tu peux calibrer en fonction de ça. Ouais, tout à fait. OK, donc tu sais qu'il te reste de la place pour en prendre encore quelques mandats. Ah ouais, exactement. Et donc, comment y arriver? Bah, on recrute là, des sales, Mmh. des tech, parce que ça va être les 2 Mmh. pans. C'est-à-dire que toucher, un maillage de plus en plus grand, pour, aller, avoir des agents immobiliers dans des zones puisqu'on avance, géographiquement avec des noyaux qu'on étend derrière. Et la tech pour que ce soit une expérience, ultra fluide et surtout que le pricing, Mmh. soit bon et que ce soit cohérent avec tous les marchés locaux de l'immobilier qui est en fait un secteur ultra local, qui de ville en ville peut avoir des problématiques, des contextes différents, une, liquidité différente des biens, et donc d'acquérir cette expertise, là-dessus. Voilà. Oui, parce qu'après l'Île-de-France, elle est pas forcément représentative des autres zones en France, quoi. Exactement et Ouais. c'est pour ça et d'ailleurs quand on fait de la prospection en Île-de-France auprès des propriétaires, qu'on prouve notre valeur, Mmh. bah, des propriétaires ont parfois un bien secondaire en Bretagne, Oui. ou ailleurs dans le sud, et cetera. Et donc on a noué un partenariat, avec un acteur qui s'appelle Arthur Immo, qui a, 350, agences dans toute la France pour nous aider, justement à se développer géographiquement, lorsque D'accord. on est dans des zones où, on n'a pas commencé encore, enfin, on n'a pas un pic d'agents immobiliers pour avoir quelqu'un de compétent sur Mmh. site. Toi, tu peux avoir du coup des agents immobiliers que indépendants ou pas? Ou parce que là, si tu as le partenariat avec, Arthur Immo, est-ce Ouais. que tu as une exclusivité? Est-ce que Non, j'ai pas d'exclusivité et ouais, c'est tout l'enjeu d'une marketplace. oui. C'est vraiment que ce soit sain et que, celui qui est le mieux positionné et indiqué pour vendre un bien se positionne. Mmh. Et d'ailleurs, on a des propriétaires qui nous disent: «Moi, je ne veux travailler qu'avec une agence nationale» ou «Je ne veux travailler qu'avec, un D'accord. indépendant», ou «Je suis neutre, et je veux voir, Mmh. qui va se positionner sur mon bien». D'accord. Donc vraiment, on a des sensibilités différentes et juste un point, c'est que, évidemment, c'est une marketplace, mais si, pour une raison extraordinaire, il y a le fit, n'est pas exactement ce qu'on attendait et cetera, il y a d'obligation ni d'un côté ni de l'autre et derrière on retrouve, Mmh. l'agent immobilier le plus indiqué au regard de ce qu'on a affiné avec le propriétaire en disant: «Bah, je voudrais OK. plus, tel ou tel profil» et on s'adapte évidemment. L'enjeu, c'est qu'il enfin, il y a une question humaine et le fit, ça ne s'incante ça ne se ça c'est pas de l'incantation, quoi, Non, non, c'est donc on est aussi sur un métier humain et parfois il faut être flexible. bon, bah, écoute, merci, Benjamin, de Benjamin Associés, Oui, finalement. tout à fait, ouais. Ça va être facile les réunions, ça. À chaque fois, à chaque fois. Merci d'avoir partagé, bah, tes 2 expériences entrepreneuriales. Voilà, super intéressant et il y a plein d'apprentissages à prendre pour celles et ceux qui nous écoutent. Puis, bah, vous justement qui êtes, en train de nous écouter ou de nous regarder, si c'est pas encore fait, abonnez-vous à YouTube, Apple Podcasts, Spotify, Deezer, bref partout. Vous nous retrouverez et vous retrouverez surtout les retours d'expérience de ces entrepreneurs que je reçois chaque semaine. À très vite pour de nouveaux épisodes. Bye.